Alors, bonjour tout le monde. Rachel, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup à les organisateurs pour m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, certes parce que c'est mon sujet de maîtrise. Et quand on vit avec ça pendant, je voudrais simplement dire une année ou deux, mais c'est pas vrai, quelques années, on n'a pas le choix d'aimer notre sujet, comme on dit. Alors, comme Rachel m'a présenté, oui, je suis avocat en droit du travail. Je pratique exclusivement en droit du travail, mais je me considère un généraliste du droit du travail. Je ne fais pas que ça de l'arbitrage de grief ou de la CSST. J'essaie de toucher à tous les aspects des relations de travail, que ce soit la négociation de conventions collectives et tous les autres facettes. Donc, je joue continuellement avec les relations de travail et la santé et sécurité au travail. Et ça manque beaucoup dans le domaine de pratique. On a souvent des spécialistes qui font que de la santé et sécurité au travail, et ceux qui font que des relations de travail. Et ça prend nécessairement une harmonisation dans la pratique pour bien comprendre les questions et les débats qui s'ensuivent sur les questions de compétences. Le professeur Nadeau en a parlé beaucoup dans sa présentation. La question de la compétence de l'arbitre de grief dans des dossiers impliquant des travailleurs qui sont atteints de lésions professionnelles et ont des limitations fonctionnelles avec des atteintes permanentes à l'emploi fait la table d'un grand débat jurisprudentiel depuis quelques années. C'est le sujet de ma présentation. Moi, j'ai décidé d'analyser cette jurisprudence arbitrale sur une période de 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'il faut à un moment donné arrêter à quelque part. Donc, j'ai analysé depuis la fameuse décision CEPAC de la Cour d'appel de 2009 et j'ai fait une étude sur 5 ans de la jurisprudence arbitrale et j'ai constaté les deux différents courants qui ont été créés par des décisions importantes. Il y a un courant qui a été suivi par l'affaire CEPAC et Tembec par la suite, par les arbitres, et c'est un courant assez constant. On va voir qu'il y a eu certains changements dans la jurisprudence, dans les sentences arbitrales par la suite. Donc, je me suis questionné là-dessus à savoir où se situe l'arbitre de grief, mais cette recherche m'a permis aussi d'aller plus loin et de vraiment utiliser le document le texte de loi que tout le monde parle, la Charte et les libertés fondamentales, le droit à l'accommodement, d'essayer de placer la Charte où elle se situe dans tous ces débats juridictionnels. Donc, voici le cœur de ma présentation. Je sais que je suis limité dans le temps, donc je vais essayer de ne pas trop embarquer dans la période de questions. Quand on commence l'analyse avec le dossier de l'affaire CEPAC, tout le monde, juste pour faire les faits rapidement, on parle d'un salarié qui avait eu une lésion professionnelle en 2001. Cette lésion avait été consolidée en 2003. Il avait des atteintes permanentes. Et il y a eu tout un processus de réadaptation qui avait été mis en place par la CSST. Et finalement, la CSST en vient à la conclusion que le salarié ne pouvait pas retourner à son emploi prélésionnel et que l'employeur n'avait aucun emploi convenable à lui offrir. Donc, et ce que l'employeur fait tout de suite après ce constat, il met fin à l'emploi du salarié. Et de là survient le grief logé par le syndicat, lui demandant à un arbitre de le réintégrer dans son emploi et de faire en sorte que l'employeur respecte son obligation d'accommodement en vertu de la Charte. Évidemment, une question de compétence survient. L'employeur s'objecte à la compétence de l'arbitre de grief, disant que c'est de juridiction exclusive de la CSST-CLP. L'arbitre, dans ce dossier, avait donné raison à l'employeur et accueillait l'objection. Et ce dossier-là avait été confirmé par la Cour d'appel. Parce que dans ce dossier-là, c'est là qu'on a créé, véritablement, on a fait l'analyse de la compétence exclusive de la CSST sur toutes ces questions qui traitent de la réadaptation, les questions de la détermination de l'emploi convenable, du droit de retourner dans son emploi prévisionnel. Ce n'était pas une question nécessairement de l'interprétation et de l'application de la convention collective. Donc, l'argument patronal avait été retenu et la Cour d'appel a tranché de cette façon. Le courant, et je cite, c'est vraiment le cœur de la décision de la Cour d'appel, selon moi, au paragraphe 19, quand il dit « La CSST possède une compétence exclusive
pour examiner et décider toute question visée par la loi selon l'article 349 de cette décision. L'arbitre ne pouvait se saisir de la demande du plaignant réclamant son emploi de journalier alors que la CST avait déjà décidé qu'il n'était plus en mesure de l'occuper. La Cour suprême du Canada a statué que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne crée pas un régime parallèle d'indemnisation. Il n'autorise pas non plus la double compensation pour une même situation factuelle. Donc, ce qu'on constate suite à cette décision-là, et c'est l'analyse de la jurisprudence que j'ai faite, c'est qu'il y a eu 8 sentences arbitrales qui ont été rendues suite à cet arrêt-là, entre le 9 février 2009 jusqu'au 28 août 2010. Et pourquoi la date du 28 août? Parce que je vais commenter un peu la décision du professeur Nadeau dans Société des casinos. Brièvement, il en a fait un bon travail tantôt. Dans ces 8 sentences-là, il y en a 6 où les objections ont été accueillies, qui ont suivi essentiellement l'affaire CEPAC, et dont 2 où les objections avaient été rejetées. On vient en 2010, dans la décision Société des casinos, qui a été rendue par l'arbitre Denis Nadeau suite à l'arrêt SFPQ de la Cour suprême, où l'arbitre a vraiment fait une étude détaillée de la jurisprudence et des principes juridiques applicables. Dans cette affaire, c'est un salarié, encore une fois, lésion professionnelle qui avait eu le 9 janvier 2007. Il travaillait à l'emploi du casino La Clémie. La CSST avait décidé qu'elle avait droit à la réadaptation. Finalement, tout le processus se fait. Ne peut pas retourner à son emploi prévisionnel, aucun emploi convenable, la même routine qui s'applique. Et l'employeur met fin à l'emploi de la salariée, dépôt de grief, un autre débat de compétences, comme on fait d'habitude. Et je me permets un commentaire. C'est épuisant, les débats sur les questions de compétences, même si je suis procureur patronal, parce que souvent, les objections viennent de notre bord. C'est épuisant. Comme on le disait ce matin, des fois, on peut attendre 3-4 ans et on est encore en train de parler de qui doit décider. Peut-on avancer? Quand on parle d'économie de ressources, les coûts que ça a pris pour se rendre à la cour d'appel, je veux dire, il y a des avocats dans la place, vous êtes peut-être même en pratique privée, vous facturez vos clients, vous voyez les factures. D'un côté ou de l'autre, ça coûte cher. Je suis tanné. Ça me tentait de le dire, il fallait que je le dise. Je ne le dis pas à mes clients, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'arbitre Nadeau rejette l'objection de l'employeur, décide par le principe de la hiérarchie des sources et en vertu du principe qu'il existe des dispositions dans la convention collective qui sont plus avantageuses que celles qui sont prévues dans la LATMP, de se saisir du dossier. Je sais que la décision a été confirmée par la Cour supérieure et pour le moment, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de développement de ce que je sache. Le dossier s'est réglé par la suite. C'est probablement réglé entre les parties. Dans cette décision, je comprends très bien le raisonnement de l'arbitre parce qu'il fait toute l'analyse sur la question de l'accommodement raisonnable en voulant dire, il utilise le principe voulant dire que la Convention contient des dispositions plus avantageuses et selon moi, et peut-être qu'il n'a pas raison avec moi, je considère cette décision-là comme une décision qui est rendue en équité. Parce que la question de la charte doit se poser d'une manière ou d'une autre. Et si la CSST, la CLP, et je vais en venir avec le reste de ma présentation, ne prennent pas la peine d'analyser le volet retour au travail, emploi prévisionnel, emploi convenable, en vertu de la charte et l'obligation d'accommodement, il faut bien que cette question-là soit tranchée à quelque part. Et d'où, selon moi, vient ce courant jurisprudentiel qui a été causé par la décision de l'arbitre Nadeau. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Rachel, elle me dit qu'il faut que je parle dans le micro. C'est pour l'enregistrement aussi. Ah, OK, pardon. C'est juste, des fois, là, c'est l'italien qui recule et gesticule. Bon. Pour la postérité, Marc. J'essaie de ne pas parler avec mes mains. Ça va, en autant que c'est pas juste.
Les sentences arbitrales analysées suite à l'affaire Société des casinos, j'en ai répertorié 17, et on voit un virement dans la jurisprudence. On voit que sur les 17 sentences, 11 objections ont été rejetées et seulement 6 qui avaient été accueillies par les arbitres de grief. Donc, on voit un certain revirement dans la jurisprudence. Pour vous donner un portrait juste de les deux aires, le pré-nado et le post-nado, comme je l'appelle. Comment? L'ère pré-nado, l'ère post-nado. Parce que je trouvais pré-Société des casinos, c'était trop long, donc j'ai pris le nom de l'arbitre, simplement. On voit le changement de cap sur le volet juridictionnel. Là, j'en viens à une autre décision qui est, selon moi, fondamentale, qui n'est pas rendue par un arbitre, mais par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier Centre Myriam, l'affaire Caron et Centre Myriam en 2012. Les procureurs du côté syndical se sont dit, en interprétant CEPAC et aussi l'affaire Tembec de la Cour d'appel, bon, l'arbitre ne se... Puis ça, c'était évidemment, le nouveau courant jurisprudentiel n'était pas encore mis en place définitivement. Je dis, bon, on va se servir de CEPAC et de Tembec et on va dire, les arbitres ne vont pas trancher la question de l'accommodement, ça va être autour de la CLP. Donc, dans le dossier Centre Myriam, travailleur lésion professionnelle en 2004 a été consolidé 2 ans après avec une atteinte permanente de limitation fonctionnelle. Pendant tout le long, il est en assignation temporaire et en 2009, la CLP déclare que le travailleur ne peut pas retourner à son emploi prélésionnel. Il y a eu un processus de réadaptation. Tout ça, après ça, l'employeur demande, bon, bien, le processus ne fonctionne pas chez nous, essayez de trouver un emploi ailleurs sur le marché du travail. L'employeur met fin à son emploi le 26 juillet 2010 et devant la CLP qui rend sa décision en 2012, il y a eu toute une question de est-ce que la CLP doit appliquer ou non la Charte québécoise. L'employeur s'était objecté à la compétence de la CRT et la CLP, pardon, et la CLP dit, écoutez, on a compétence pour interpréter et appliquer la Charte, mais on doit le faire seulement quand c'est nécessaire. Dans notre système ici qu'on a en place au Québec, la LATMP, le processus d'indemnisation en soi est un accommodement raisonnable et on n'a pas besoin d'aller au-delà de ça. Et il cite aussi des arrêts de la Cour d'appel le début des années 2000, dont l'affaire Mueller, qui est venu dire, lors d'une plainte selon l'article 32, pas besoin de voir tous les droits et libertés en vertu de la Charte, on va se fier seulement au régime qui est prévu à 32. Et on dit, écoutez, c'est pas une question d'accommodement raisonnable ici en vertu de la Charte, c'est une question de droit à la réadaptation qui est prévue à la CLP, on va se limiter à ça. Le travailleur a porté la décision en révision judiciaire et très content de la décision. Le juge du gré de la Cour supérieure, là, je pense que c'était le mois de juin l'année passée, a accueilli la requête en révision judiciaire et a rendu une belle décision, selon moi, où il dit « Si l'inexistence de l'emploi convenable résulte d'une atteinte illicite à un droit garanti par la Charte québécoise, la CLP doit exercer les vastes pouvoirs de réparation que confèrent les articles 49 et 52 de la Charte. Le refus d'examiner la Charte québécoise, tout en déterminant que la compétence pour le faire est une erreur déraisonnable. » Donc, le juge du gré dit « C'est assez, faites votre job et faites-la comme il faut. » Très surprenant comme décision quand on a vu ça. Moi, j'étais très content parce que ça fitait très bien avec mon cadre d'analyse dans la maîtrise. Ça fait toujours plaisir parce que des fois, la Cour sort des décisions puis tu es obligé de recommencer. C'est pour ça que je me grouille aussi pour finir, parce que ce dossier-là est devant la Cour d'appel, c'est même plaidé en délibéré. Donc, on va faire ça vite, Rachel, promis. Quand on analyse tout ça, on parle de la compétence de l'arbitre de grief, on parle de la compétence de la CLP, juridiction exclusive, on se mêle là-dedans. Selon moi, là n'est pas la question. La question est la suivante. Sans rien enlever aux arbitres, parce que Dieu, on le sait qu'ils ont une compétence très large, ils peuvent appliquer les lois d'ordre public et ils se doivent de le faire compte tenu du régime exclusif dans les rapports collectifs du travail et on ne veut pas enlever ça. Ici, c'est une question où, du point de vue régime d'indemnisation, la CSST et la CLP
eux aussi doivent se servir des textes législatifs à nature quasi-constitutionnelle, la Charte québécoise, et appliquer le principe d'accommodement dans leur processus de détermination s'il y a un emploi prélésionnel ou la qualification d'un emploi convenable chez l'employeur. Pourquoi je dis ça? Il y en a qui vont me dire, pour un procureur patronal, c'est étonnant. Non, pas du tout. Parce que la question doit se trancher d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'à faire un débat devant un organisme administratif, point de vue CSST-CLP, puis après ça, être obligé de refaire, entre deux paires de guillemets, un autre débat devant le tribunal d'arbitrage, point de vue économie de ressources et une saine administration de la justice, selon moi, ce n'est pas envisageable. Et quand on parle sur le marché, on parle le professeur Nadeau ce matin parlait des fois, on peut se permettre un certain chevauchement de compétences. C'est peut-être une situation où un chevauchement est permis. Si la CLP va analyser tout ça sous l'angle de la charte et que l'analyse est faite, et là, tout dépendant du résultat, si c'est possible d'accommoder le salarié ou non, mais là, le débat devrait être clos et toutes les questions auraient été tranchées. On n'aurait plus besoin de se déplacer devant un arbitre de grief pour trancher le volet charte. Là ont été mes conclusions de cette recherche. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde et je suis bien ouvert à la critique, mais je crois que quand on essaie de réfléchir en disant essayons de rendre ça le plus simple possible, parce qu'on pratique et on étudie dans un domaine qui est très complexe, le droit du travail. De loin, ça peut avoir l'air simple, mais moi, mes collègues qui sont plus des civilistes qui travaillent en litige civil et commercial, ils ne veulent jamais toucher à des dossiers de droit du travail, ils disent parce que c'est compliqué vos affaires. C'est très compliqué ce qu'on fait. Il y a une raison pourquoi on se spécialise dans ce domaine-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à assimiler. Il y en a qui les assimilent mieux que d'autres, mais ça, c'est la vie. Donc, les conclusions, et je sais, je suis allé un peu rapidement parce que j'avais peur de jouer dans la période de questions, c'est que, selon moi, on va attendre ce que la Cour d'appel va dire, pas dans mon cas, parce que j'aimerais ça que ça sorte avant, mais je crois que la CLP devrait, et la CSST devraient modifier leur approche et se servir du principe d'obligation d'accommodement qui est prévu à la Charte pour faire leur travail qui est dévolu dans la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et ce n'est pas quelque chose qui est infaisable. Il y a dans d'autres juridictions, dans d'autres provinces, où l'obligation d'accommodement est directement prévue dans la loi, le Workers' Compensation Act. Je peux vous donner l'exemple de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, Manitoba. C'est directement prévu dans la loi. Pourquoi pas ici? Moi, je pense que c'est faisable. Donc, là-dessus, je laisse la parole au... Quelle discipline. Merci beaucoup, Maître Langini.